Harry Alleman est une figure du crime organisé de Chicago. Tout le monde savait qu'il fallait éviter de se frotter à lui. C'est un père dévoué et très présent pour sa fille Frankie, J'ai eu la chance d'avoir un père aimant. mais aussi un tueur sans pitié. Alleman a baissé sa vitre et l'a appelé. On lui a tiré dessus. Il est tombé raide mort. Son arrestation par le FBI ne fait qu'accroître sa notoriété. C'était la première fois qu'un homme était acquitté puis rejugé pour un même crime. Sa fille se retrouve alors confrontée à ses détracteurs. Puis j'ai ajouté, je voudrais te poser une question. Maintenant, tu peux me le dire. As-tu tué Billy Logan? Dans les années 70, Harry Alleman est l'un des hommes les plus redoutés de la mafia de Chicago. Son casier judiciaire est impressionnant. Il aurait commis plus d'une dizaine de meurtres. Mais pour sa belle-fille Frankie, il est simplement celui qui est tombé amoureux de sa mère et a épousé une veuve, mère de 4 enfants. Et il m'a annoncé, je souhaite épouser ta mère. Et je veux ton accord. Il nous a posé la question à tous, chacun notre tour. L'adolescente se réjouit de cette nouvelle vie de famille. Pour Harry, c'était très important de créer un lien avec chacun de nous, avec mes frères et sœurs et moi. Il était fou amoureux de ma mère. Et il voulait apprendre à nous connaître. Il y tenait réellement. Et c'était fantastique. On avait une vraie vie de famille. Ma mère ne travaillait plus. Elle pouvait rester à la maison pour s'occuper de nous. Mon père partait très tôt pour aller travailler. Il quittait la maison vers 5h30, 6h du matin. Il était déjà parti quand on se préparait pour l'école. Et il était là à notre retour en fin de journée. On dînait tous les soirs ensemble. Les enfants et la vie de famille comptaient énormément pour lui. C'était un homme adorable. J'ai eu la chance d'avoir un père très aimant. Harry Alleman est un bon père de famille, mais il est aussi l'un des hommes de main les plus cruels de la pègre de Chicago. La mafia de Chicago, ou l'Outfit comme on l'appelle, a connu son apogée sous Al Capone. Ses successeurs ont profité de ce qu'il avait mis en place, mais ils ont su gérer leurs affaires plus intelligemment. Cela leur a permis de devenir beaucoup plus puissants. Ils étaient derrière toutes les activités criminelles de la ville. Prenez par exemple un simple cambrioleur. Si la mafia entendait parler de lui, il était immédiatement approché et on lui disait « Dans cette ville, toutes les activités criminelles sont entre nos mains. Donc si tu veux continuer à travailler, tu dois payer l'impôt. » Harry Alleman doit veiller à ce que tout le monde paie. Ça a été sa principale occupation pendant plusieurs années. Il exerçait des pressions et intimidait les petits criminels pour qu'ils payent ce qu'ils devaient à la mafia. Tout comme Frank Nitti, le personnage incarné par Stanley Tucci dans Les Sentiers de la Perdition, Alleman est un homme à qui personne ne veut avoir affaire. Il n'était pas impressionnant physiquement. Il était plutôt mince et de taille moyenne. Mais il ne fallait pas s'y fier. C'était un dur, un vrai, et il était sans pitié. On l'a très vite surnommé le crochet. C'était un boxeur et son crochet du gauche était redoutable. Il avait un tempérament explosif. Il s'emportait très facilement. Et quand ça arrivait, mieux valait ne pas être dans les parages. Ceux qui refusaient de se soumettre se faisaient éliminer. Si par exemple un bookmaker lui disait « Tu n'auras pas $1 de moi », c'était fini pour lui. Et les nouvelles se répandaient très vite. Quand Harry débarquait chez les gens, ils étaient terrifiés. Ce type faisait vraiment très peur. En 1972, Alleman a déjà plusieurs chefs d'inculpation à son actif. Agression, vol de voiture, enlèvement avec violence et cambriolage. Mais il n'a jamais été condamné. C'était difficile de le coincer. Il ne se faisait jamais arrêter pour des crimes graves. On peut passer entre les mailles du filet pendant quelque temps, mais on finit toujours par se faire prendre. Certains y arrivent. C'était le cas d'Harry Alleman. D'une part parce qu'il était doué dans son domaine, mais aussi parce qu'il inspirait la peur. Personne n'osait s'attaquer à lui par crainte de se faire tuer. Le 27 septembre 1972, Alleman se rend dans un quartier résidentiel de Chicago. À 23 h, Billy Logan, un chauffeur de taxi, sort de chez lui pour aller travailler. Logan vivait dans le West Side avec 2 de ses sœurs.
Il est sorti de chez lui pour aller travailler et il s'est dirigé vers son véhicule. Arrivé devant, un homme l'a interpellé depuis une voiture qui était garée un peu plus loin. Alleman a baissé sa vitre et l'a appelé. Logan s'est retourné et là, il lui a tiré dessus 2 fois avec un fusil. Puis il est sorti de voiture avec un calibre 45 et il a fait feu encore 2 fois. Voilà comment Billy Logan a été tué. On lui a tiré dessus. Il est tombé raide mort. Et la voiture est repartie en trombe. La police arrive sur les lieux quelques minutes plus tard. Mais les preuves sont minces. Les éléments récoltés sur la scène de crime étaient surtout balistiques. Il n'y avait pas d'empreinte. Rien de très utile. On l'avait abattu de loin avec des cartouches de chasse. Ce ne sont pas les munitions classiques qu'on peut identifier. Elles font de sacrés dégâts. Elles laissent un trou béant sur la victime. En gros, il s'est vidé de son sang. Il y avait peut-être des résidus de poudre, puisque le tireur l'avait visé de plus près avec un pistolet. Mais c'est tout. Sinon, il n'y avait aucune preuve. Le tueur avait agi de façon méthodique. Il n'avait pas le profil du criminel inexpérimenté qui commet des erreurs et laisse des traces derrière lui. Dans l'affaire Logan, la police détient peu d'éléments. Juste après le meurtre, Harry Alleman rentre retrouver sa famille dans la banlieue de Chicago. Sa fille, Frankie, est loin de se douter qu'il vient de tuer une personne de sang-froid. Pour elle, son père est un homme élégant et cultivé. Il a été admis au Art Institute, ce qui était un véritable honneur. Il s'est inscrit à un cursus de dessin et il en est ressorti diplômé. Pour lui, c'était très important d'être cultivé. Il adorait tout ce qui était artistique. Et donc, il adorait aller à l'opéra. Il aimait beaucoup Pavarotti, ce genre de choses. Il nous emmenait au musée et il nous parlait des œuvres d'art pendant des heures et des heures. À la fin, on en avait assez de l'écouter, mais il nous apprenait plein de choses. Alleman est très strict avec ses enfants qui doivent être polis et bien élevés, et ce, depuis leur plus jeune âge. Mais sa famille est aussi témoin de son caractère violent. Mes frères devaient être en CM2 ou en 6e. C'était un dimanche soir. On allait passer à table quand on a frappé à la porte. Ma mère a demandé qui ça pouvait être. Mon père est allé ouvrir. Et là, il y avait un type immense sur le seuil. Il a dit à mon père, « Vos gamins se sont amusés à sauter sur mon pick-up. » Et il est complètement rayé. Alors mon père lui a répondu, « D'accord. Si mes enfants ont fait une bêtise, on va la réparer. » Il nous a dit, « Restez là, je reviens très vite. » Il a demandé à mon oncle de l'accompagner en lui expliquant qu'ils allaient nettoyer ce pick-up. Comme ça, le problème serait réglé. Les enfants savent qu'avec leur père, il y a certaines limites à ne pas franchir. On s'est remis à table et ça a retoqué à la porte. Sérieusement ? C'était le même type. Il a interpellé mon père. « Oh, Harold !» Sauf que mon père s'appelle Harry et pas Harold. Et il lui a dit « Harold, tu t'es pas vraiment appliqué. » Mon père s'est levé en disant à ma mère « Chérie, ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. » Rien de plus. Et il est ressorti. Il s'est absenté quelques minutes. À son retour, on a remarqué qu'il avait du sang sur son t-shirt. Ma mère lui a demandé des explications. Il lui a répondu de ne pas s'inquiéter. On n'a pas insisté et on a fini notre dîner. On savait qu'il ne fallait pas trop poser de questions. Il y avait un code de conduite. Et c'est pour ça qu'il existait une certaine loyauté dans la famille du crime organisé. Et ce code de conduite reste en vigueur lorsque Frankie grandit. Mon père ne voulait jamais qu'on ouvre quand une personne se présentait à la porte. Il se méfiait toujours de qui ça pouvait être. Un soir, je me préparais à sortir. Quelqu'un a frappé. Mon père a ouvert. Et je l'ai entendu s'énerver. « Je t'interdis de venir chez moi. » Et il a continué. « Je t'avais prévenu de jamais te pointer ici. Je ne veux pas de toi dans ma maison. »
Le type a essayé de lui expliquer ce qu'il faisait là. Il a haussé le ton. Et tout à coup, mon père est devenu violent. Il lui a mis 2 coups de poing et l'a jeté dehors. Après, il nous a dit « Ce type est fou, c'est un dingue. Il se permet de venir chez moi me demander de l'argent. Mais je veux pas de lui ici. » Je ne sais pas d'où il sort, je l'ai viré. Quand mon père était là, il ne pouvait rien m'arriver. J'ai grandi avec cette certitude. Pour moi, cette violence était normale. J'étais habituée. Dans le milieu, tout le monde connaissait ses activités et savait ce qu'il faisait. Ce n'était un secret pour personne. Mais au sein de sa famille, aucun membre ne se doutait qu'il était capable de faire ce genre de choses. C'est très difficile, et c'est tout un art de mener une double vie et de la cloisonner à ce point. Et visiblement, il y arrivait plutôt bien. Mais après le meurtre de Billy Logan, Le seul moyen de résoudre cette affaire, c'était de trouver un témoin assez courageux, certains pourraient même dire assez stupide, qui accepte de parler. la vérité sur la double vie d'Alleman va éclater au grand jour. Harry Alleman, un mafieux de Chicago, est un père exemplaire. Quand mon père était là, il ne pouvait rien m'arriver. J'ai grandi avec cette certitude. Mais aussi un tueur implacable au lourd passé criminel. Il avait été arrêté pour vol de voiture, enlèvement, tentative de cambriolage, ce genre de choses. En 1972, il tue de sang-froid Billy Logan, un chauffeur de taxi. Mais comme cela est décrit dans le film Les Incorruptibles, la corruption à Chicago est telle qu'il est très difficile de faire juger un membre de la mafia. Comparé aux petits délinquants, les mafieux ont toute une organisation derrière eux et peuvent engager les meilleurs avocats. Ils bénéficient de nombreux soutiens parmi les hommes politiques qui leur accordent des passe-droits ou étouffent des affaires. Ils peuvent soudoyer des jurés ou des policiers. Si on ajoute à ça le fait que tout le monde les craint, on comprend pourquoi il y a si peu de condamnations parmi les membres du crime organisé. Les autorités savent qu'Alleman est un dangereux criminel et elles veulent le mettre hors d'état de nuire. En revanche, pour sa fille Frankie, c'est un père aimant et protecteur, prêt à tout pour sa famille. Mon père ne voulait pas que je fréquente de garçons. À l'époque, beaucoup de mes copines se fiançaient très jeunes. Un soir, mon père m'a dit « Il faut que je te parle. Écoute, je ne veux pas que tu sortes avec un garçon juste pour le plaisir de te fiancer et de te faire offrir une belle bague. » Et il m'a offert un diamant d'1 carat. Il était magnifique, j'étais aux anges. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau, c'était incroyable. Je n'avais plus besoin qu'on m'offre un bijou. Il voulait me faire comprendre que ça avait une signification. Quand on acceptait une bague, on s'engageait auprès de celui qui nous l'offrait. Donc il ne fallait pas l'accepter si on n'était pas prête. Frankie ne pourra s'engager qu'avec celui que son père aura choisi pour elle. Pour mon premier mariage, c'est mon père qui a tout décidé et tout organisé. C'est lui qui m'avait trouvé un mari. Il a choisi pour moi. Harry Alleman règne en patriarche sur sa famille. Et c'est une figure du milieu de Chicago. Après le meurtre de Logan, la mafia a assassiné plusieurs personnes au cours des 3 ou 4 années suivantes. Des gens étaient abattus dans leur voiture. Un type s'est fait tuer alors qu'il faisait la queue à la boucherie. On lui a planté un pic à glace dans le cou. Toutes ces personnes s'étaient attirées les foudres de la mafia d'une façon ou d'une autre. Au milieu des années 70, Alleman est le principal suspect dans plusieurs affaires de meurtre. Mais les enquêteurs du FBI n'ont aucune preuve contre lui. On savait très bien que la mafia faisait peur à tout le monde. Le crime organisé avait un tel pouvoir d'intimidation sur les témoins que personne ne voulait parler. Ce qui était un obstacle majeur pour pouvoir les poursuivre en justice. On avait des informateurs, mais ils ne voulaient jamais témoigner. Ils savaient ce qu'ils risquaient. S'ils parlaient, ils mettaient leur vie en danger. Mais pas seulement. Leur famille aussi subirait certainement des représailles. Donc personne ne voulait prendre le risque de témoigner. En grandissant, Frankie devine qu'elle ne connaît pas tout de la vie de son père.
Maintenant, avec le recul, je me rends compte que mon père avait des problèmes dont on n'était pas au courant. Il ne nous disait pas tout. J'ai pris conscience de ces problèmes dans les années 70. Après l'échec de son premier mariage, Frankie retourne s'installer chez ses parents. Mon père a débarqué un jour. Il m'a dit, ça ne peut plus durer, reviens à la maison. Ça va aller. Je lui ai obéi, je suis retourné chez mes parents. Il a ajouté, tu verras, il finira par regretter et tu lui manqueras. Parfois, je me dis, je suis quand même parti sans rien précipitamment. Je lui ai tout laissé. Mais au moins, je l'ai quitté la tête haute. Mais la vie n'est plus la même chez les Alleman. Le FBI est plus que jamais déterminé à mettre le tueur à gages derrière les barreaux. Les affaires de meurtre s'accumulaient sur les bureaux de la police, et aucune n'était résolue. Les politiques ont commencé à faire pression sur les enquêteurs. Les corps s'empilaient. Harry Alleman est surveillé de près par le FBI et il ne peut plus préserver sa famille. Il prévient sa fille de ce qu'elle va devoir affronter. Je dois te parler. Il a dit, vous allez entendre plein de choses sur moi à la télé. N'y faites pas attention, je ne veux pas que vous écoutiez les informations. Ils racontent n'importe quoi. Ça va vous faire du mal pour rien. Il ne voulait pas qu'on change d'opinion sur lui. Il a tout fait pour nous préparer à affronter ça. Il nous a tout expliqué. Il apprend à ses enfants tout ce qu'ils doivent savoir sur le FBI. Mon père connaissait très bien le FBI et ses méthodes. Il savait de quoi ils étaient capables. Il connaissait leurs liens avec le monde politique et ce qu'ils avaient fait aux autres. Bref, on était au courant de tout. On n'avait pas le téléphone à la maison pour qu'ils ne puissent pas nous mettre sur écoute. Je savais qu'ils n'avaient pas le droit de me fouiller sans un mandat. Je ne leur faisais pas confiance. Ils me faisaient peur. Un jour, des agents spéciaux se présentent chez eux alors que Frankie est seul. La première fois qu'ils sont venus, mes parents n'étaient pas là. Je ne voulais pas les laisser entrer. Ils ont insisté, mais je leur ai rétorqué « Je veux voir votre mandat. Si vous n'en avez pas, vous n'entrez pas chez moi. » Je n'étais pas tranquille. Ils étaient une dizaine avec leurs armes. Je savais qu'ils allaient revenir très vite. Le tribunal était en bas de la rue. Je savais que ça arriverait un jour, mais là, je n'avais aucun moyen de prévenir mes parents. J'ai fait au plus vite. J'ai récupéré l'argent liquide et les bijoux de ma mère. J'y ai pensé tout de suite. Ils sont revenus avec un mandat. Ils étaient très fiers d'eux, d'avoir pu pénétrer chez nous. Ils ont retourné toutes nos affaires. Ils jetaient tout par terre. Il n'y avait pas d'armes dans la maison, mais il y avait beaucoup de munitions. Ils les ont toutes emportées. Les enquêteurs n'ayant pas découvert d'armes, ils n'ont toujours aucune preuve contre Harry Alleman. Obtenir des preuves de façon légale contre le crime organisé, avec des mandats de perquisition, c'est quasi impossible. Ils sont trop malins. Ils ont des avocats qui les conseillent avant même qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Et ils détruisent toutes les preuves. Donc on ne trouve jamais rien. Ils ont l'habitude. Ce sont des professionnels. Mais la situation va bientôt tourner à l'avantage du FBI. Au milieu des années 70, Harry Alleman est dans le viseur du FBI. Le tueur à gages est soupçonné de plusieurs meurtres. Les agents spéciaux veulent le mettre hors d'état de nuire et obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller son domicile. À leur arrivée, sa fille Frankie est seule dans leur maison. Je ne leur faisais pas confiance, ils me faisaient peur. Et je me méfiais de la presse. Je ne parlais à personne. Malgré son casier judiciaire bien fourni, Harry Alleman est toujours en liberté. Pour certains, la mafia était intouchable à cette époque. Et on a découvert plus tard qu'en fait, ils avaient infiltré la police et notamment celle de Chicago. Donc effectivement, on ne pouvait pas grand-chose contre eux. Ils avaient le pouvoir de faire enterrer des affaires. Mais en 1975, la chance sourit enfin aux enquêteurs grâce à un certain Luis Almeida. Il faisait aussi partie de la mafia. C'était le chauffeur et le sous-fifre d'Alleman. Et il était plutôt doué. Il se débrouillait bien au volant. Et s'il fallait braquer quelqu'un, il le faisait. C'était un exécutant. Il obéissait aux ordres. Il faisait ce qu'on lui demandait. Alleman et Almeida sont amis d'enfance.
Ma grand-mère ne l'a jamais aimé. C'était un mauvais garçon. C'était un cambrioleur qui venait d'une famille à problème. Elle le nourrissait par générosité, mais elle voulait que mon père l'évite. En 75, Luis Almeida et un autre homme sont partis pour Cincinnati. Ils avaient décroché un contrat de $10 000 pour exécuter un type. Le problème, c'est qu'ils se sont fait arrêter en chemin par la police. On les a interpellés pour excès de vitesse. Almeida avait dit au conducteur de ralentir, mais trop tard. Et dans le coffre du véhicule, la police a découvert plusieurs armes. Ça constitue un délit grave, passible d'une peine de prison. Donc ils ont été arrêtés, puis inculpés. Le FBI fait alors une proposition à Almeida. On l'a approché et il est devenu notre informateur. Il était témoin de beaucoup de choses et il a travaillé 2 ans pour nous. Il nous a fourni des informations sur Harry Alleman. Il raconte aux enquêteurs tout ce qui s'est passé lors du meurtre de Billy Logan. Luis Almeida avait tout vu, il était présent. Il savait ce qui s'était passé. Il conduisait la voiture quand Alleman avait abattu Logan. Alleman lui avait confié une mission en lui disant « Surveille-le pendant 2 semaines. Va falloir qu'on le descende. » Il s'est exécuté. Il a observé ses habitudes. Il a constaté que le soir, il sortait de chez lui pour aller travailler parce qu'il était de nuit. Almeida a vu Alleman tirer sur Logan, d'abord avec un fusil. Puis avec un pistolet. Démarre! Son témoignage pourrait permettre de mettre ce meurtrier derrière les barreaux. Mais les enquêteurs hésitent à l'ajouter au dossier. L'obstacle qu'on rencontrait avec ces informateurs, c'est qu'en général, ils étaient eux-mêmes impliqués dans des activités criminelles, même si elles étaient moins graves. Donc, ils perdaient leur crédibilité face à un jury parce que les avocats de la défense remettaient systématiquement en question leurs témoignages, avec l'argument qu'on ne pouvait pas tenir compte des déclarations d'un criminel qui avait déjà été condamné pour ci ou ça et qui témoigne seulement pour éviter la prison. C'était un type qui n'était pas particulièrement brillant, qui venait d'une famille à problème. Il avait arrêté l'école en primaire, c'était un petit délinquant. Il n'avait commis que des petits larcins. Il n'avait jamais exercé un emploi stable et légal. Et il s'apprêtait à témoigner contre son patron pour le faire inculper de meurtre. Le problème quand on témoigne pour obtenir une remise de peine, c'est que la Cour va systématiquement remettre en cause votre crédibilité. Les enquêteurs ne veulent rien laisser au hasard. Ils réexaminent le dossier sur le meurtre de Logan datant de 72. Et un détail attire leur attention. Un certain Bobby Lowe avait fait une déposition à la police le soir du meurtre. C'était un simple citoyen. Il a été témoin de la scène malgré lui. Il passait là par hasard. Et il a raconté à la police ce qu'il avait vu. J'étais sorti me promener. D'après Bobby Lowe, une voiture avait pilé devant lui. Sur la banquette arrière, un individu avait sorti un fusil de chasse et avait ouvert le feu sur Billy Logan. Ensuite, l'homme était descendu et lui avait retiré dessus avec un pistolet. Il était 23 heures. Il faisait un tour avant d'aller se coucher. Il a vu une voiture s'arrêter. Il a entendu crier « Hé, Billy !» Et il y a eu 2 coups de feu. Il était tétanisé. Ça s'est passé devant lui, à moins de 5 mètres. Il s'est retrouvé face à face avec Alleman pendant quelques secondes. Alleman est ensuite remonté en voiture. À ce moment-là, Lowe a repris ses esprits et il s'est sauvé. Il a été convoqué au poste de police et on lui a montré une planche de photographie. Il a formellement identifié l'individu qu'il avait vu ce soir-là. Le policier l'a remercié en lui disant « On va s'en occuper ». Il leur avait désigné la photo d'Alleman. Cette information a été notée dans un rapport, mais le pouvoir de la mafia était tel à l'époque que le document a disparu. Contrairement à Luis Almeida, Bobby Lowe n'est pas lié au crime organisé, n'a pas de casier judiciaire et aucun intérêt à témoigner contre Alleman.
Il savait qu'il devait se manifester auprès de la police et raconter ce qu'il avait vu. C'est ce qu'on est censé faire en tant que citoyen quand on est témoin d'une telle scène. D'autant plus qu'il connaissait Billy Logan. Ils vivaient dans la même rue, pas très loin l'un de l'autre, donc ils devaient se croiser et se saluer. Il a vu son voisin se faire tuer devant lui, mourir en se vidant de son sang sur le trottoir. Mais, à mon avis, il n'a pas mesuré les conséquences de ce qu'il faisait en donnant son témoignage. Alors que le procureur s'apprête à l'inculper pour meurtre, Alleman tente de rassurer sa famille. J'entendais un tas d'allégations au sujet de mon père. Et je m'inquiétais. Ça m'angoissait, j'avais peur qu'il aille en prison. Et surtout pour meurtre. Rien qu'entendre ce mot, ça me faisait frissonner. C'était terrible pour moi. Il essayait de me rassurer. « Ne t'inquiète pas, ça va aller. On est une famille, on va s'en sortir. On doit rester soudés. N'en parle à personne. Garde la tête haute et concentre-toi sur tes études. » Le procès d'Alleman s'ouvre en mai 1977. Selon l'accusation, c'était un tueur à gages de la mafia qui avait été chargé d'un contrat. Quand la pègre avait besoin d'éliminer quelqu'un, c'est lui qui s'en chargeait. Alleman faisait ce qu'on lui demandait. Il obéissait aux ordres. Quand on lui disait « fais ci » ou « fais ça », il s'exécutait. Le dossier du procureur est solide. Ils avaient un témoin oculaire n'ayant aucun lien avec la mafia, et un autre qui, lui, en faisait partie. Ça n'arrive jamais. Au procès, Bobby Lowe a répété exactement ce qu'il avait déclaré aux policiers la première fois. Mais Alleman a un alibi, corroboré par 4 membres de sa famille, y compris sa femme. Au tribunal, ma mère a déclaré que le soir du meurtre, elle était au practice de golf où on avait l'habitude d'aller, juste à côté de chez nous. Mes parents y allaient tous les soirs. Elle connaissait les antécédents de son mari et ce qu'il risquait. Et elle savait qu'elle devrait lui fournir un alibi. Et c'est ce qu'elle a fait dans l'affaire Logan. Elle a prétendu qu'Alleman se trouvait avec elle au moment du meurtre, donc qu'il était innocent. Durant le procès, Frankie a bien du mal à gérer ses émotions face aux accusations contre son père. Il m'a dit « Ne montre aucune émotion devant la cour. Même si la douleur est insupportable, ne pleure surtout pas devant eux. Premièrement, parce que je ne le supporterai pas. Et deuxièmement, parce que tu vas t'effondrer. Si tu te mets à pleurer, tu ne pourras plus t'arrêter. Ne craque pas. C'est justement ce qu'ils attendent. Donc, on est resté digne. On ne disait rien. Et surtout, on ne parlait pas à la presse. Aucun membre de la mafia de Chicago n'a jamais été condamné. Mais cette fois, le dossier de l'accusation est solide. Un témoin avait assisté à la scène et identifié le tireur. Et il y avait les déclarations du chauffeur qui l'avait conduit sur les lieux et qui pouvait dire « Il m'a demandé de le surveiller pour le tuer et je l'ai vu le faire. » Pourtant, l'accusé semble incroyablement confiant et détendu. Mon père est resté impassible durant tout le procès. Il était calme et très détendu. Il était certain que tout se terminerait bien pour lui. Alleman semblait si sûr de lui que ça en était suspect. Il y avait de quoi se poser des questions. Quand le juge est revenu dans la salle pour rendre son verdict, la plupart des journalistes s'attendaient à une condamnation. Mais l'issue du procès va surprendre tout le monde. Harry Alleman, dit le Crochet, est l'un des hommes les plus redoutés de Chicago dans les années 70. Le tueur à gages de la mafia est soupçonné d'une dizaine de meurtres. Il est jugé en 1977, 5 ans après avoir abattu Billy Logan, un chauffeur de taxi. Le procès est très éprouvant pour sa fille, Frankie. Il m'a dit « Ne montre aucune émotion devant la cour. Même si la douleur est insoutenable, ne pleure surtout pas devant eux. » Pour le procureur, l'issue du procès ne fait aucun doute. L'accusation était persuadée de gagner le procès. Et pour cause, il disposait de 2 éléments à charge qu'il n'avait pas d'habitude. Le témoignage d'un homme appartenant à la mafia et celui d'une personne qui n'était pas liée au milieu et capable d'identifier l'accusé. Mais contre toute attente, le juge le déclare non coupable.
Un témoin avait assisté à la scène et identifié le tireur. Et il y avait les déclarations du chauffeur qui l'avait emmené sur les lieux et qui pouvait dire « Il m'a demandé de le surveiller pour le tuer et je l'ai vu le faire. » Et pourtant, il a été acquitté. Pour moi, c'est ce qui expliquait en partie son attitude durant le procès. Apparemment, il semblait serein et extraordinairement confiant. À tel point que ça posait question. C'était pas normal. Mais je crois que ce n'est qu'après qu'on a commencé à s'inquiéter. Pour la famille de l'accusé, c'est la fin du cauchemar. Notre famille a vécu une période très difficile. On a énormément souffert à cause du procès et de ses accusations. Ça a été dur. Une véritable épreuve pour nous tous. Mais il a été acquitté et relâché. La vie allait pouvoir reprendre son cours. C'était fini. Toutes les charges ont finalement été abandonnées. Peu de temps après, la violence s'abat de nouveau sur les rues de Chicago. Seulement 3 semaines après l'acquittement d'Alleman, un voleur de voiture est retrouvé avec 2 balles dans la tête. 3 semaines plus tard, un homme a été abattu dans sa voiture. Une méthode classique de la mafia. Pour la police, il était évident qu'Alleman avait repris du service. Le procureur n'étant pas parvenu à le mettre hors d'état de nuire, le FBI change de tactique. Après son acquittement, Alleman a repris ses activités criminelles, au même rythme qu'avant. Le FBI a ouvert une enquête en s'appuyant sur la loi RICO, l'acronyme de Racketeer Influence and Corrupt Organizations. Le gouvernement fédéral a lancé une procédure d'inculpation contre lui pour plusieurs cambriolages, des affaires d'extorsion et d'autres crimes. Et elle s'appuyait sur la loi RICO, un outil juridique créé pour lutter contre la criminalité en bande organisée. Cette loi donne davantage de pouvoir au FBI dans le cadre des enquêtes sur les membres de la mafia. Cette loi stipule qu'à partir du moment où des criminels agissent avec le même objectif, il s'agit d'une organisation criminelle. Chacun d'entre eux peut alors être condamné pour les crimes commis par les autres, même lorsque son implication n'est pas prouvée pour la totalité d'entre eux. Ils ont prétendu qu'il avait orchestré un cambriolage. Il n'y avait pas participé, mais il l'avait organisé. Une affaire où les gens avaient été attachés et dévalisés chez eux. Il a été arrêté pour ça, et ils l'ont jeté en prison. En 1978, Alleman est condamné à 30 ans de détention et incarcéré dans une prison d'Atlanta, en Géorgie. Quand mon père était en prison à Atlanta, c'était difficile pour moi. Je faisais beaucoup d'allers-retours pour aller le voir. L'incarcération de son père affecte Frankie et sa famille. Je subissais énormément de pression. Je me souviens d'une fois où j'étais allée voir mon père et que j'avais fait garder ma fille par ma belle-mère. À mon retour, elle m'attendait en haut des marches avec son manteau sur le dos. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais ou voulu discuter. Elle m'a sorti. Alors comme ça, tu vas voir ton père le jour de la fête des pères. J'ai essayé de m'expliquer. Elle m'a rétorqué, peu importe, ton père est un assassin. Quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. Frankie reste loyal envers son père et on le lui fait payer. Je n'avais de soutien de la part de personne. J'étais seule. Je restais dans mon coin et je m'occupais seule de mon fils. Voilà à quoi se réduisait ma vie. Il fallait que je m'occupe de ma famille. J'ai fait ce que j'avais à faire. 11 ans plus tard, en avril 1989, Alleman bénéficie d'une libération conditionnelle pour bonne conduite. Il retrouve sa femme, sa fille et son petit-fils. Le FBI était sur le pied de guerre. Alleman était de nouveau libre. On a su qu'il était sorti à la minute où il a mis le pied dehors. On savait qu'il allait retrouver ses acolytes et qu'ils allaient fêter sa libération. Donc on a surveillé la fête. Toute la mafia était là. On voulait savoir qui était invité. La famille et les amis d'Alleman se retrouvent pour fêter ses 50 ans. On a organisé une énorme fête. On s'est bien amusé. C'était super. I just want you to know, I waited a long time for you to come home. And that I love you with all my heart. Mais le FBI n'est pas loin. Bien entendu, il était dans notre viseur. C'était une figure de la mafia de Chicago, donc ses activités étaient du plus grand intérêt pour le FBI.
Mon père travaillait pour une entreprise de construction et vivait avec nous. C'était super. J'ai pu profiter de lui pendant 9 mois. Jusqu'à ce que les problèmes refassent surface. Un an après sa libération, Harry Alleman est de nouveau inculpé pour des affaires d'extorsion remontant aux années 70. Il accepte de plaider coupable pour que le procureur réduise sa peine à 12 années de prison. Plaider coupable, c'est inhabituel pour un profil comme Alleman. On a dû lui conseiller de le faire pour éviter d'autres chefs d'inculpation. Il a accepté de négocier avec le procureur pour qu'ils en restent là. Comme ils essayaient de lui mettre une autre affaire de meurtre sur le dos, il risquait la perpétuité et, dans ce cas, il ne serait plus jamais sorti de prison. En 1990, Alleman est de nouveau incarcéré. Il espère être relâché plus tôt pour bonne conduite. Mais 3 ans plus tard, un nouveau témoin se manifeste au sujet d'un vieux dossier. Dans les années 90, pendant qu'Alleman était en prison pour violation de la loi RICO, Robert Cooley est devenu notre informateur. Ces informations permettent de mettre au jour une affaire de corruption dans les plus hautes sphères et de faire la lumière sur le meurtre de Billy Logan. Depuis son acquittement en 1977, Alleman est intouchable, mais plus pour longtemps. La double incrimination est un concept de la jurisprudence américaine, selon lequel si on a été acquitté, on ne peut pas être rejugé pour le même crime. Donc, dans cette affaire-là, ils devaient contourner cette loi pour pouvoir l'inculper de nouveau pour le meurtre de Billy Logan. Harry Le Crochet est suspecté d'avoir commis plus d'une dizaine de meurtres pour le compte de la mafia. Après un premier procès dont il ressort libre, le FBI parvient à le mettre derrière les barreaux pour violation de la loi RICO. Quand ils ont voulu l'inculper encore une fois, ça m'a anéanti. Ça a été un coup terrible pour toute la famille. Ils sont revenus à la charge alors qu'il avait déjà purgé 12 ans de prison. Que voulait-il de plus? Alleman est accusé de racket et d'extorsion. Il espère qu'en plaidant coupable, les poursuites seront abandonnées. Il a accepté de plaider coupable pour négocier avec le procureur. Mais en 1993, 17 ans après le meurtre de Billy Logan, le FBI compte bien mettre en avant Robert Cooley, son nouvel informateur. Robert Cooley était l'avocat le plus corrompu de toute la ville de Chicago. Et il y avait une bonne raison à ça. Il travaillait pour la mafia. C'est lui qui intervenait pour les défendre. C'était un avocat prestigieux. Bien sûr, c'est ironique. Il travaillait pour la mafia, mais il était tout de même membre du barreau. Il était efficace, mais la plupart de ses clients appartenaient au crime organisé. Lorsqu'on évolue dans ce genre de milieu, il faut savoir louvoyer avec la loi et être prêt à tout. C'est ce qu'il a fait. Dans les années 90, Cooley se retourne contre ses anciens employeurs. Il a décidé de se ranger et de changer son fusil d'épaule. On l'a approché à ce moment-là et on a réussi à le convaincre de coopérer. Et il nous a aidés dans plusieurs dossiers, pas seulement celui-ci. Cooley révèle aux enquêteurs qu'il avait soudoyé le juge lors du premier procès pour le meurtre de Logan en 1977. Il avait versé 10 000 $ au juge pour qu'il acquitte Alleman. Comme dans le film Double Jeu, les avocats d'Alleman avancent que leur client ne peut être rejugé, même si de nouvelles preuves sont apparues. D'après notre Constitution, on ne peut pas être jugé en raison d'un crime pour lequel on a déjà été acquitté. Cependant, ça n'est valable que si le premier procès était équitable. Pour pouvoir invoquer la double incrimination, il faut avoir été acquitté à la suite d'une première audience publique et équitable par un tribunal indépendant et impartial. Autrement dit, il est possible de poursuivre de nouveau Alleman en justice pour ce crime. Lors du premier procès, Robert Cooley avait soudoyé le juge. Donc Alleman ne pouvait plus brandir l'article de la double incrimination. Il savait dès le départ qu'il allait être acquitté. C'est pour ça qu'il avait gardé le sourire pendant toute la durée du procès. Et il avait été acquitté. Donc la double incrimination ne tenait plus. On pouvait le rejuger. Un juge statue qu'Harry Alleman comparaîtra au tribunal pour le meurtre de Billy Logan. La défense a fait appel auprès de la Cour suprême, mais sa demande a été rejetée. C'était un cas inédit, mais on avait un dossier solide. C'était la première fois qu'on rejugeait un criminel, alors qu'il avait déjà été acquitté pour les mêmes faits. Le second procès d'Alleman s'ouvre en septembre 1997. Comme 20 ans auparavant, Almeida et Lowe sont appelés à la barre. Et le procureur possède maintenant un autre atout, le témoignage de Robert Cooley.
Mon père n'avait plus de témoins pour le défendre. Ils étaient tous morts, ou plus capables de s'exprimer. Et puis ils ont sorti de leur chapeau un nouveau témoin à charge, qui était à la botte du gouvernement. C'était Robert Cooley. L'accusation avance aussi une nouvelle hypothèse sur le mobile de l'accusé. À l'époque, les autorités ignoraient que Billy Logan avait épousé une des cousines d'Harry Alleman. Mais ils avaient fini par se séparer et le divorce avait été houleux. Logan s'était déchiré avec son ex-femme pour la garde des enfants. Apparemment, c'était un très mauvais mari et père, du moins de leur point de vue. C'était un homme mesquin qui maltraitait sa femme. Alleman lui en voulait et il en a fait une affaire personnelle. Après seulement 4 heures de délibération, le jury déclare l'accusé coupable d'assassinat. Il est condamné de 100 à 300 années de prison. Durant la décennie qui suit, Frankie continue d'aller voir son père en prison. Quand une personne a déjà passé 33 ans en prison, il y a peu de chances qu'elle en ressorte en vie. Mon père l'a toujours dit. Et on lui a diagnostiqué un cancer du poumon de stade 4. En 2010, Frankie rend une dernière visite à ce père qu'elle aime tant. Ce jour-là, mon père m'a demandé si j'avais des choses particulières à lui dire. Je lui ai répondu, « Non, pourquoi tu dis ça ?» Il m'a dit, « Je t'ai déjà mise mal à l'aise? Avais-tu honte de moi? Est-ce que je t'ai déjà blessée? As-tu eu honte d'être ma fille au cours de toutes ces années où je n'ai pas été là pour toi ?» Il était malade. Je lui ai répondu, « Mais non, je t'aime plus que tout au monde. Je n'ai pas honte de toi, je t'aime, tu es mon père. » Puis j'ai ajouté, « Je voudrais te poser une question. Maintenant, tu peux me le dire? As-tu tué Billy Logan ?» Ça a été mes paroles. Je n'en revenais pas moi-même. Qu'il l'ait tué ou non n'avait pas d'importance. Je l'aimais. Mais je voulais savoir. Il m'a regardé et m'a répondu, « Je t'ai toujours dit qu'un jour ou l'autre, je finirais en prison. Mais j'aurais préféré que ce soit pour un crime que j'ai vraiment commis, pas pour un truc que je n'ai pas fait. Ma chérie, je n'ai pas tué Billy Logan. J'ai fait beaucoup de choses répréhensibles dans ma vie, mais ça, non. » Je lui ai répondu, « Ok, qu'il soit coupable ou pas, ça m'était égal. Je l'aimais quand même. Je me fiche de ce que les gens pensent. On aime ses parents envers et contre tout. »